Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Pierre Khalifa, je suis médecin interniste et rhumatologue. J'ai été chef de clinique à l'hôpital Cochin à Paris et depuis je suis installé en libéral, mais m'intéresse toujours à la pédagogie, comme vous le savez, par le biais des conférences de préparation à l'ECN. Donc je vous ai concocté pour aujourd'hui des dossiers de D4 pour tous ceux qui préparent le concours et vont le passer cette année. Il y a donc 4 dossiers pour cette première conférence. Le premier dossier concerne un dossier de polyarthrite chez une femme qui a 37 ans. Bon, dans l'énoncé, vous retrouvez les signes fonctionnels caractéristiques d'une polyarthrite qu'il ne faudra pas répéter dans les arguments, bien sûr, avec la raideur, le dérouillage matinal, et puis un élément un petit peu original qui est l'acrosyndrome au froid. Dans l'analyse des antécédents à l'interrogatoire, les éléments ont toujours une importance. On vous signale ici une primo-infection tuberculeuse, quand elle était enfant, et une hépatite virale, à l'âge adulte. On vous signale également un tabagisme, alors qu'elle ne prend aucun traitement particulier. Vous avez sur cette troisième et dernière diapositive les données d'examen. On vous signale une crépitation à la flexion des doigts et des tuméfactions des articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes proximales. Le reste de l'examen n'a pas de particularité. Et on vous montre sur cette diapositive l'aspect des doigts. Vous voyez d'emblée qu'elle n'a pas de bague. Il est probable que la tuméfaction visible au niveau des métacarpophalangiennes, des interphalangiennes proximales, également ici, gêne le port de bague et qu'elle a dû l'enlever à temps. Donc la première question, c'est la question sur le diagnostic. Et on vous demande quels sont les arguments en faveur de ce diagnostic. Il fallait bien sûr évoquer une polyarthrite rhumatoïde débutante. Alors c'est un sujet qui est très à la mode actuellement en rhumatologie. Comme vous le savez, sa prise en charge diagnostique et thérapeutique a considérablement évolué depuis 3-4 ans. Et ce dossier qui n'est pas encore tombé au concours a de grandes chances de l'être dans les années qui viennent. Donc la polyarthrite rhumatoïde débutante doit être évoquée bien sûr sur le terrain. Et il s'agit d'une femme, vous savez que ça touche à peu près 3 femmes pour un homme. On risque peu de vous poser un lupus chez un homme au concours ou une spondylarthrite chez une femme. Par contre, la polyarthrite rhumatoïde prédomine chez la femme, mais on pourrait vous poser une question de polyarthrite rhumatoïde chez un homme. L'autre argument, c'est l'aspect de cette polyarthrite, la présentation clinique. Et plutôt que de répéter tous les arguments de l'énoncé, il suffit de dire que c'est une polyarthrite, ce qui sous-entend qu'il y a des douleurs inflammatoires nocturnes, qu'il y a un dérouillage matinal, qu'il y a une raideur également. Et cette polyarthrite a des particularités, des singularités dans la polyarthrite rhumatoïde qu'il font par contre relever. Elle est subaiguë, par opposition aux arthrites aiguës des rhumatismes microcristaux. Elle est bilatérale et symétrique, par opposition au rhumatisme psoriasique qui est particulièrement asymétrique. Et vous savez que le principal diagnostic différentiel de la polyarthrite rhumatoïde, c'est le rhumatisme psoriasique. Elle est à prédominance distale, ce qui va permettre de la distinguer notamment de la pseudopolyarthrite rhizomélique, qui, chez un sujet âgé, peut parfois faire évoquer une polyarthrite rhumatoïde. Alors, il est fait état ici du squeeze test positif. C'est un élément assez évocateur du diagnostic. En fait, ce sont des douleurs qui sont provoquées par la pression latérale des mains et des pieds. Vous voyez qu'il est indiqué que les MCP et IPP sont touchés. Il n'y a pas d'atteinte des IPD dans une polyarthrite rhumatoïde. Et si au concours, il est fait état d'une arthrite d'une IPD, c'est qu'il s'agit d'un rhumatisme psoriasique. Un élément important du diagnostic également, c'est le panus synovial que je vous ai montré sur la présentation des doigts. C'est-à-dire que dans toute arthrite, il y a bien une synovite, mais que cette synovite rhumatoïde est particulière par l'épaisseur de la membrane synoviale, comme un pain. Et donc, on parle de panus synovial, ce qui explique la crépitation tendineuse. Un élément important du diagnostic, je le répète,
c'est le respect des IPD, mais aussi l'absence d'atteinte du squelette axial et du rachis. L'atteinte classique du rachis cervical au cours de la polyarthrite rhumatoïde se voit après plusieurs mois ou années d'évolution, pratiquement jamais au départ. Et donc, si on vous dit dans un énoncé qu'il y a une atteinte du rachis lombaire, des sacroiliaques, vous devez penser à une spondylarthropathie, bien sûr, et pas du tout à une polyarthrite rhumatoïde. Il en est de même du syndrome de Raynaud, l'acrosyndrome au froid qui était exposé dans l'énoncé, car un syndrome de Raynaud va orienter vers une polyarthrite rhumatoïde ou vers une connectivite, et en aucun cas vers une spondylarthropathie. Donc cette présence d'un syndrome de Raynaud va orienter plutôt vers une polyarthrite rhumatoïde qu'un rhumatisme psoriasique. Enfin, j'ai accordé des points à l'argument de fréquence, car la polyarthrite rhumatoïde est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent, en gros 300 000 personnes en France, et donc on a moins de chances de se tromper devant une polyarthrite débutante en évoquant ce diagnostic qu'en évoquant des rhumatismes inflammatoires beaucoup plus rares. Pour terminer, je n'ai pas mis de point, mais je veux vous rappeler que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie articulaire inflammatoire et que s'il existe des manifestations extra-articulaires, il va falloir penser au concours à bien d'autres diagnostics, que ce soit une connectivite, une vascularite, une sarcoïdose, une endocardite, car dans la polyarthrite rhumatoïde, en dehors de signes généraux, d'adénopathie parfois, de petite taille, voire d'une splénomégalie exceptionnellement, il s'agit essentiellement d'une maladie rhumatismale et vous n'aurez pas de manifestation extra-articulaire. À la question numéro 2, on vous propose des radiographies qu'on vous demande d'analyser. Vous voyez donc deux radiographies, une radiographie d'une main de face à gauche et d'un avant-pied de 3/4 à droite. En ce qui concerne la radio de la main, reconnaissez avec moi qu'elle paraît presque normale. Il n'y a pas en particulier d'érosion au niveau des os du carpe, ni d'ailleurs au niveau des articulations métacarpophalangiennes ou interphalangiennes proximales. Sur cette radio, tout au plus peut-on constater une hypertrophie des parties molles. Ici, c'est un peu large. Et puis une déminéralisation épiphysaire en bande. Vous voyez qu'il y a un aspect un peu hyper transparent, un peu noir, des os sous-chondraux en regard des articulations métacarpophalangiennes. En ce qui concerne la radiographie du pied, un signe fondamental que je vous demande de retenir, qui est l'érosion de la 5e tête métatarsienne, ici. Vous voyez cette petite érosion au niveau de la tête du métatarse du 5e doigt, du 5e orteil, qui est très particulier de la polyarthrite rhumatoïde. Bon, je rappelle ceci sur la correction. Donc la tuméfaction des parties molles, la déminéralisation épiphysaire et l'érosion de la 5e tête métatarsienne. Il ne faut pas s'attendre à un stade de début à des pincements articulaires diffus qui arrivent beaucoup plus tard, quelques semaines ou quelques mois après, au cours de l'évolution. Question numéro 3. On vous donne les premiers éléments du bilan biologique. Vous voyez qu'il y a une anémie, probablement inflammatoire, puisqu'il y a une hyperplaquétose. Vous avez un syndrome inflammatoire biologique avec une vitesse de sédimentation qui est augmentée, une protéine C-réactive qui est augmentée également. Le latex valérose est négatif, ce qui n'est pas pour vous surprendre, c'est le cas dans la totalité des polyarthrites rhumatoïdes au début de la maladie. En général, ça met 6 mois pratiquement à se positiver. Et des anticorps antinucléaires positifs à 1 sur 160, ce qui ne doit pas vous égarer. 30% des polyarthrites rhumatoïdes ont des anticorps antinucléaires à un taux faible. Si ces anticorps antinucléaires sont présents à un taux élevé dans la majorité des connectivites, à un taux millième, 5 millième dans le lupus, ils peuvent être présents dans la polyarthrite rhumatoïde avec un aspect souvent moucheté. Et on vous pose la question, quel est l'examen biologique demandez-vous pour confirmer votre suspicion diagnostique? C'est une question au singulier, donc on attendait une seule réponse. Eh bien, cette réponse, ce sont les anticorps anti-CCP pour protéines cycliques citrulinées ou peptides cycliques citrulinés, ce qu'on appelle aussi parfois les ACPA pour anticorps anti-protéines cycliques citrulinées.
ces anticorps anti-CCP sont précoces et spécifiques. Et ils ont changé le panorama de la polyarthrite rhumatoïde. Pourquoi? Alors que le facteur rhumatoïde mettait du temps à se positiver, souvent les anticorps anti-CCP sont présents dès le début de la maladie, dans 50% des cas. On les retrouve même parfois chez des donneurs de sang qui vont faire plusieurs années après une polyarthrite rhumatoïde. Et surtout, ils jouent un rôle important dans la pathogénie de la maladie. Il semblerait que le tabagisme est un facteur de risque de la citrulination des protéines et de l'apparition d'anticorps anti-CCP. Et on parle beaucoup aujourd'hui des liens entre tabac et polyarthrite rhumatoïde. Ces anticorps anti-CCP sont très importants parce que grâce à eux aujourd'hui, on peut faire le diagnostic de PR très vite et donc proposer un traitement efficace et agressif très vite, ce qui a fait aussi changer complètement les critères de diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde qui ont intégré ces anticorps anti-CCP et qui fait qu'on n'a plus besoin d'attendre 6 semaines d'évolution pour porter avec probabilité le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Alors on vous demande un seul examen. Si plusieurs examens avaient été demandés, je pense que beaucoup d'entre vous auraient marqué le facteur rhumatoïde en ELISA par exemple, avec dosage des IgG et des IgM, le typage des anticorps antinucléaires, voire même en cas d'épanchement du genou, la ponction articulaire, mais aucun de ces examens n'est véritablement spécifique de polyarthrite rhumatoïde. Dans le cas d'une ponction du genou, on observe un liquide inflammatoire qui n'a pas de spécificité pour la polyarthrite rhumatoïde. La question numéro 4 concerne la prise en charge thérapeutique, une fois le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde confirmé. Faut-il hospitaliser toute polyarthrite rhumatoïde débutante? La réponse est non. La question peut être posée. Il est évident qu'une prise en charge ambulatoire est possible, mais que dans les formes sévères, il est préférable parfois d'hospitaliser la patiente, ne serait-ce que pour lui permettre de rester au repos. Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde repose sur les traitements de fond. Les traitements symptomatiques seuls ne vont pas permettre d'éviter les destructions articulaires, d'éviter les déformations que l'on voit à la polyarthrite à la phase d'état. Donc il faut entreprendre très vite un traitement de fond. Et comme je vous l'ai dit, le diagnostic précocement fait par les anticorps anti-CCP autorise la mise en route d'un traitement rapide et efficace pour prévenir les érosions articulaires. Et il est de notoriété publique que le traitement de première intention est le méthotrexate. Alors, le mode d'administration du méthotrexate est un traitement hebdomadaire. Faites attention, ce n'est pas un traitement quotidien. Les doses vont être progressivement croissantes, adaptées à l'évolution clinique, adaptées à l'évolution du syndrome inflammatoire. On va démarrer en gros par 7,5 mg à 10 mg par semaine et on va augmenter progressivement sans dépasser 30 mg par semaine. Quand vous posez une ordonnance de méthotrexate, vous devez garder à l'esprit qu'il y a 2 mots-clés associés, l'acide folique, mais aussi et surtout la contraception orale. Chez une femme jeune, donner du méthotrexate sans contraception pourrait vous valoir de gros ennuis. Cette contraception orale ne va pas avoir le temps d'une efficacité majeure, puisqu'il faut la démarrer en même temps que le traitement. Donc vous devez faire un bilan préthérapeutique, dont on va parler après, qui va comprendre les bêta-HCG. Le reste du traitement, eh bien, c'est essentiellement le traitement symptomatique. Et aujourd'hui, dans ce traitement symptomatique, une part importante est donnée à la corticothérapie orale. Cette corticothérapie, on va la donner au début à des doses faibles, vous voyez, 0,2 mg par kilo et par jour, ce qui revient à donner en gros 10 à 12 mg pour débuter. C'est intéressant de donner cette corticothérapie au début, car il faut garder en mémoire que le méthotrexate va mettre 6 semaines avant d'agir, avant d'être efficace. 6 semaines. Pendant ces 6 semaines, il va falloir soulager la patiente, et un traitement antalgique ne suffira pas. Il lui faut un traitement anti-inflammatoire. Alors on pourrait donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment si la corticothérapie est insuffisante. On peut associer, quand on ne peut pas faire autrement, une corticothérapie à des anti-inflammatoires, mais je vous rappelle que vous augmentez, dans ce cas, les effets délétères sur l'estomac et vous pouvez provoquer une gastrite. Donc, on va débuter par une corticothérapie en association à des antalgiques, palier 1, palier 2,
plus si nécessaire. Et puis, si ça ne suffit pas, on rajoutera des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Toujours traiter les symptômes présentés dans l'énoncé. Donc traiter le syndrome de Raynaud, c'est surtout éviter l'exposition au froid, et puis éventuellement donner des vasodilatateurs. Et je voudrais insister sur ce mot-clé important pour le concours, qui est le mot éducation thérapeutique. Éducation thérapeutique que vous allez pouvoir utiliser dans beaucoup de spécialités et qui remplace les termes utilisés avant d'information sur la maladie, ses traitements, ses complications, d'éducation à l'hygiène de vie, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, la correction des facteurs de risque cardiovasculaires et l'arrêt du tabac. Donc le mot éducation thérapeutique, j'insiste dessus, important dans ces maladies chroniques. Je vous avais dit l'importance du tabac dans la polyarthrite rhumatoïde. J'insiste aussi sur le fait que dans les maladies inflammatoires, a fortiori celles traitées par corticoïdes, vous avez un risque athéromateux accru et que ces patients risquent d'avoir à long terme, au bout de plusieurs années d'évolution, des manifestations d'athérome, des manifestations cardiovasculaires, qu'il s'agisse d'infarctus ou d'accidents vasculaires cérébraux, et donc que cette prévention des facteurs de risque joue un rôle essentiel dans la prise en charge globale de la maladie. On passe plus vite sur la psychothérapie, l'implication de l'entourage, l'utilisation parfois des associations de malades pour aider à la prise en charge de cette maladie chronique surtout, de l'adaptation à la maladie par le port d'orthèses de repos ou d'immobilisation, notamment à un stade plus avancé, et puis l'aménagement du travail, pour ne pas impliquer un arrêt total de toute vie sociale, de toute vie professionnelle. La kinésithérapie est discutable dans une phase de début de la polyarthrite rhumatoïde. On va souvent la mettre en route par contre, dès que la maladie va évoluer et va entraîner quelques déformations pour retentir sur l'atrophicité musculaire ou sur l'impotence. Donc la kinésithérapie va permettre de prévenir les attitudes vicieuses, va permettre de renforcer les muscles et de permettre de conserver une bonne fonction articulaire. Enfin, cette maladie est prise en charge à 100% et vous ne devez pas oublier au concours, dans la partie thérapeutique, les maladies prises en charge à 100% au titre de la LD30, comme la polyarthrite rhumatoïde, dès son début. Quels examens demandez-vous avant de débuter le traitement de fond? Cette question est immédiatement appendue au méthotrexate et vous devez connaître le traitement par méthotrexate qui est aussi le traitement de fond du rhumatisme psoriasique. Alors, les examens sont les examens du bilan standard, comme une numération plaquette. Le méthotrexate est un médicament cytopéniant, dérivé des chimiothérapies, et même s'il n'est pas utilisé aux aussi fortes doses qu'en hématologie, il peut provoquer une baisse des globules blancs et des plaquettes. La créatinine est une mesure de la fonction rénale qui est nécessaire quand on débute un traitement par le méthotrexate, car en cas d'insuffisance rénale, vous pouvez avoir une accumulation du produit et donc un surdosage. Mais par contre, il faut bien sûr insister sur la nécessité de faire un bilan hépatique complet. Et j'ai mis 0 à tous ceux qui oubliaient ce bilan hépatique avant la mise en route du traitement par méthotrexate. En effet, le méthotrexate a une toxicité hépatique importante et surtout chez cette patiente dont on vous dit qu'elle a eu une hépatite virale, il est indispensable de faire un bilan complet, bilan biologique avec transaminase, phosphatase alcaline, bilirubine, albumine, hémostase, et puis de faire des sérologies pour être certain qu'on ne va pas aggraver ou déstabiliser une hépatopathie chronique à virus B ou C peu symptomatique. Enfin, cette femme était une femme jeune. Et avant de mettre en route le méthotrexate, il faut être certain qu'elle ne débute pas une grossesse. Et pour cela, faire un dosage des bêta-HCG en même temps qu'on va mettre en route une contraception. On s'est aperçu très vite de la toxicité pulmonaire du méthotrexate chez des sujets âgés ou à risque pulmonaire. Et avant de mettre en route ce traitement, aidez-vous, si nécessaire, d'une radiographie pulmonaire et d'exploration fonctionnelle respiratoire. Je vous rappelle, vous reverrez ça en pneumologie, que le méthotrexate est une cause de pneumopathie interstitielle diffuse, parfois sévère, qui se révèle par une gêne respiratoire, une toux sèche, et qu'il faut donc se méfier chez les gens à risque. La question 6 vous pose la question de la surveillance de la maladie, sans la surveillance des traitements que nous avons vus. Alors cette surveillance, elle est clinique, biologique et radiographique. Sur le plan clinique, l'EVA
est un paramètre essentiel, EVA douleur, mais aussi une EVA où on pose la question au patient, à la patiente en l'occurrence, de l'activité de sa maladie entre 0 et 10. À combien estimez-vous l'activité de maladie? 0, pas du tout d'activité, 10, une activité très forte. On va également rechercher le nombre d'articulations douloureuses, NAD, et le nombre d'articulations synovitiques gonflées, NAG. On va également lui poser la question du réveil nocturne, de la durée de la raideur matinale, qui permettra de voir l'efficacité de notre traitement. Sur le plan biologique, le syndrome inflammatoire est le plus important pour l'efficacité, la VS et la C-réactive protéine notamment. Un paramètre important sur lequel je vais revenir est le DAS28. Je vais en reparler. La surveillance radiographique doit être répétée au début. On recommande de faire tous les 6 mois, initialement, une radiographie des articulations douloureuses, ici notamment les mains, les genoux, pour dépister des érosions rapides, précoces, qui peuvent faire craindre une évolution délétère de la maladie. Avec le temps, plus tard, il faudra savoir faire des radiographies du rachis cervical pour dépister la complication axiale de la polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire la luxation ankloïdo-axoïdienne, qui est une cause de compression médulaire cervicale. Et il faudra faire des clichés dynamiques. Pourquoi? Parce que cette atteinte est souvent peu symptomatique, se traduisant par de vagues douleurs cervicales et occipitales, et il faudra donc la dépister par des radiographies à faire systématiquement tous les 2 ans. Quels sont les objectifs de votre traitement? Eh bien, l'objectif du traitement, c'est d'éviter toutes les déformations, les érosions, les destructions osseuses, et pour cela, il faut obtenir une rémission clinique et biologique, c'est-à-dire faire disparaître l'inflammation articulaire, qu'on va mesurer par le DAS28. Quand le DAS28 est inférieur à 2,6, on considère que la maladie, la polyarthrite rhumatoïde, est en rémission clinique. Quand elle est inférieure à 3,2, on considère que son activité est faible. L'objectif, c'est sûrement d'éviter les destructions et les déformations articulaires qui conduisent aux polyarthrite rhumatoïde, comme on voyait il y a quelques années, à la phase d'état, avec des mains complètement déformées, des déformations des doigts en col de cygne, des pouces en Z, qui rendaient des mains peu fonctionnelles et perturbaient la qualité de vie. Il est clair aussi que cette maladie peut conduire à un retentissement psychologique majeur, à une perte de la vie familiale, de la vie sociale et de la vie professionnelle. Et donc, il faut savoir préserver la qualité de vie par des traitements un peu agressifs au début et puis ensuite adaptés à l'évolution. À question 8, on vous dit qu'on a donné le traitement de fond à dose maximale, donc le méthotrexate à dose maximale. Et pourtant, le DAS28 reste élevé à 5,9. Il s'agit donc d'une maladie très active. On vous pose la question de votre attitude thérapeutique. Alors certains d'entre vous ont peut-être évoqué le méthotrexate injectable pour passage de la voie orale avant les biothérapies par anti-TNF-alpha, mais dans un dossier sur polyarthrite rhumatoïde, on vous attend manifestement sur ce traitement à la mode qui a complètement transformé à la fois la prise en charge thérapeutique et le pronostic de nos patientes, qui sont les traitements par biothérapie, les traitements anti-TNF-alpha. Au début, on va continuer le méthotrexate. Beaucoup de ces traitements ont été évalués d'ailleurs en association au méthotrexate, notamment les anticorps monoclonaux. Donc j'ai simplement indiqué qu'il y avait 2 types de traitements anti-TNF-alpha. Il y a d'autres médicaments qui sortent, mais qui sont du même ordre. Les anticorps monoclonaux anti-TNF-alpha, où le traitement va reconnaître directement l'anti-TNF-alpha et va l'empêcher d'agir. C'est le cas de l'infliximab, qui est le Remicade, ou de l'adalimumab, qui est l'Humira. Et puis, il y a les traitements qui sont des récepteurs solubles du TNF-alpha, qui vont agir comme un cheval de Troie pour détourner le TNF-alpha de son récepteur. C'est le cas de l'étanercept ou Enbrel. Il faut connaître, pour le concours, les contre-indications de ces traitements, qu'on pourrait vous poser d'ailleurs dans d'autres dossiers. Vous savez que les anti-TNF-alpha ont également comme indication le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite ankylosante, les MICI comme la maladie de Crohn, et puis depuis peu le psoriasis cutané. Donc il faut bien connaître les contre-indications de ces médicaments. Et j'ai mis 2 zéros dans cette question,
les contre-indications portant sur les infections et sur les néoplasies. Alors les infections, quelles qu'elles soient, même mineures, sont une contre-indication aux anti-TNF-alpha, car sous ce traitement, on a un risque de pousser des infections, d'aggravation de forme sévère, systémique, des infections cutanées quelles qu'elles soient, ORL, stomato, urinaires, etc. Mais il faut faire une place à part à la tuberculose, qui dans ce dossier aurait pu valoir un 0 en cas d'oubli, car on a décrit des formes mortelles de tuberculose au début des mises en route de traitement anti-TNF-alpha. De la même façon, cette patiente avait des antécédents d'hépatite virale. Il faut donc dépister les infections virales chroniques à VHB, VHC, les infections à VIH, qui sont une contre-indication au traitement anti-TNF-alpha. J'ai également mis un 0 à la contre-indication liée aux néoplasies. TNF, ça veut dire Tumor Necrosis Factor. Tout traitement qui empêcherait le TNF d'agir pourrait favoriser l'évolution d'une néoplasie, d'un cancer ou d'une hémopathie. Et tout cancer, même guéri, est une contre-indication aux anti-TNF-alpha. Dans certains cas particuliers, on va faire passer la patiente en RCP quand le cancer est guéri pour éventuellement discuter la mise en route de ce traitement. Mais vous ne devez pas rentrer dans ces considérations. Un cancer évolutif ou guéri est une contre-indication aux anti-TNF-alpha s'il s'est guéri récemment. J'ai mis également comme contre-indication la sclérose en plaques et les maladies démyélinisantes, car on considère que ce sont des maladies probablement à virus lent, et donc il n'est pas impossible que les anti-TNF puissent favoriser les poussées de la maladie. Enfin, les insuffisances sévères d'organes, que ce soit les insuffisances cardiaques, hépatiques, rénales, sont une contre-indication aux anti-TNF-alpha. Et en 2010, tout au moins, il est de règle de considérer que grossesse et allaitement sont des contre-indications aux anti-TNF-alpha et qu'il ne faudra pas les utiliser ici. Quel bilan préthérapeutique vous semble-t-il indispensable de réaliser avant de prescrire ce traitement? Eh bien, ce bilan, il est bien entendu suite aux contre-indications qu'on vient de voir. Et chez cette patiente, il va falloir faire un bilan complet de tuberculose. Bilan complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire tubertest, intradermoréaction, ou bien dosage de l'interféron alpha, comme le quantiféron par exemple. Je pense qu'il faudrait faire figurer dans une copie les deux réponses, même si en pratique, l'une des deux suffit pour dépister une tuberculose latente. Il faudra faire une radiographie pulmonaire de face et de profil, et puis des BK tubage, crachat, urine. Bon, en pratique, chez cette patiente qui a une primo-infection, il est vraisemblable qu'on mettra en route un traitement préventif d'une récidive de tuberculose par une bi-antibiothérapie associant rifadine et rimifon pendant 3 mois, aux doses classiques, et qu'on ne commencera le traitement anti-TNF-alpha qu'au bout de 3 semaines. C'est une précaution qu'on va prendre chez une patiente ayant une primo-infection, un antécédent de primo-infection tuberculeuse. Bien évidemment, si le bilan montre qu'il y a une tuberculose patente, c'est une contre-indication formelle et absolue à la mise en route d'un traitement anti-TNF. Vous allez devoir faire un bilan infectieux, essentiellement clinique. Est-ce qu'il y a des furoncles, des abcès cutanés, etc. Mais aussi radiographique si nécessaire, au moindre doute. Est-ce qu'il y a une infection stomatologique, un panoramique dentaire? Est-ce qu'il y a une infection ORL? Il faudra faire un scanner des sinus. Est-ce qu'il y a une infection urinaire, etc. Les sérologies VHB, VHC, VIH, j'en ai parlé, pour ne pas faire développer une hépatopathie chronique sous anti-TNF-alpha. Et puis le bilan standard, NFS plaquettes, créatinine, transaminase et bêta-HCG. Donc voilà le bilan préthérapeutique d'un traitement anti-TNF-alpha qu'il faut que vous connaissiez. Alors pour conclure sur ce premier dossier, je dirais que la polyarthrite rhumatoïde est un sujet éminemment sortable au concours. C'est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires et son diagnostic a été véritablement révolutionné par la présence précoce d'anticorps anti-CCP qui sont en plus spécifiques. Et donc cette présence permet la mise en route d'un traitement efficace très vite dans les premières semaines, 3 premières semaines, qui est gage d'une évolution favorable sans destruction et sans déformation articulaire. Alors si le méthotrexate, qui est le traitement de première intention, n'est pas suffisamment efficace, ne permet pas de contrôler la maladie, le traitement de seconde intention repose sur les anti-TNF-alpha, dont je pense qu'il faut bien connaître les contre-indications et les précautions d'emploi. Pour terminer, je vous rappelle les items traités, notamment l'item polyarthrite rhumatoïde, mais aussi l'item arthrite d'évolution récente, car il est probable que c'est ce sujet-là qu'on vous choisira.